Je vais dire quelques mots. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Anne-Béatrice Schlumberger. Je suis la présidente du groupe Environnement et Développement Durable des alumni de Sciences Po. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Lepage, que je remercie vivement, ainsi que Monsieur le doyen Pimon. Et vous tous, chers participants, que je remercie très sincèrement et très vivement d'avoir le courage d'affronter ces chaleurs en cette fin d'année pour nous rejoindre. Voilà, je vais laisser les deux autres présidents de groupe organisateurs se présenter également. Lucie, je te passe la parole. Oui. Bonsoir à tous, je m'appelle Lucie Zonza, je suis diplômée de Sciences Po, de promotion 2020. Je suis avocate et je suis également présidente du groupe Alumni de l'école de droit de Sciences Po. C'est le groupe des anciens diplômés de l'école de droit de Sciences Po. On est très content de pouvoir co-organiser cet événement avec le groupe Environnement et avec le groupe de David qui va se présenter dans un instant. Le droit, ça peut être une matière qui paraît très aride vue de l'extérieur, parfois même vue de l'intérieur, mais c'est en fait une matière très vivante avec laquelle on peut faire plein de choses et être pleinement citoyen dans la cité. Et on espère pouvoir vous convaincre de ça grâce à la prise de parole de Madame Lepage. Et je laisse la parole à David. Merci Lucie. Donc, David Epo, pour ma part, je suis président du groupe Profession juridique libérale et de conseil. Je suis diplômé 2001 et donc je travaille très souvent en collaboration avec Lucie à animer la communauté des juristes un peu au sens large dans Sciences Po Alumni. Et je me réjouis, moi, tout particulièrement qu'on puisse organiser des événements comme celui-ci où on est entre plusieurs groupes parce que je pense que nous savons tous, à partir du moment où on rentre dans la vie professionnelle, qu'il est rare qu'une question, un sujet ait une seule dimension, un seul aspect. Il faut souvent croiser les compétences, les points de vue, et ce genre d'événement croisé y répond tout à fait. Et je passe maintenant la parole à notre doyen de l'école de droit. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Corinne Lepage, chers alumni. Alors, parmi vous, les trois groupes alumni ayant organisé ce bel événement, École de droit, Profession juridique libérale de conseil et bien sûr le groupe Environnement et développement durable, chers amis, quand on m'a proposé de venir, j'ai tout de suite accepté. Voilà, le doyen de l'école de droit de Sciences Po, que je suis, a à la vérité ce soir plusieurs raisons d'être heureux, au moins deux. Tout d'abord, Madame la Ministre, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir à Sciences Po, qui est votre maison. La dernière fois, nous l'évoquions en montant, c'était lors de la signature en 2022 par Sciences Po de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, et c'était en présence, me semble-t-il, du président François Hollande qui était venu. Alors, ce n'est pas tout, étant juriste, je sais l'importance de votre cabinet, du cabinet Hugues Lepage, dans l'évolution du droit de l'environnement dans les grandes affaires, alors parfois médiatiques, qui ont permis à ce droit de progresser jusqu'à ce que l'idée de justice environnementale, qui apparaît ici, émerge et devienne l'un des éléments de définition de la justice avec un grand L ou un J majuscule, pardonnez-moi. Beaucoup de choses semblent aujourd'hui banales. euh, et elles ne l'ont pas toujours été. Ainsi en va-t-il de l'idée même de justice environnementale mais aussi de la définition, alors, ou disons de l'utilisation, ou encore de la perception sociale du droit au service de certaines causes. L'arme du droit, et c'est du droit comme une arme dont je veux parler, existe, ce qui veut dire que le droit n'est pas, dans une version marxiste, une sorte de superstructure qu'il faudrait combattre, reflet d'une domination, non. Dans les prétoires, des batailles se jouent grâce aux droits qui font avancer la cause de la défense de la nature, qui font avancer les intérêts écologiques grâce à vous, Madame la Ministre, avec d'autres bien sûr, mais avec vous, c'est sûr. Ce truisme de la culture juridique, le droit comme outil progressiste, a trouvé corps. Un droit que l'on met alors au service de la société civile. Alors, lisant votre biographie, Madame la Ministre, je me pose à peu près toujours la même question. L'arme du droit est-elle plus efficace dans la lutte contre l'injustice environnementale que celle de la politique ou de l'action publique? Mais n'ayant aucun élément pour y répondre, je m'abstiens ici. Ce que je sais, en revanche,
c'est que plus qu'une juriste renommée et engagée, nous avons ce soir la chance d'entendre une femme politique ayant exercé de nombreuses fonctions, notamment celle de ministre de l'Environnement, bien sûr, en 1995, fonction à laquelle, ministre de l'Environnement, on ne peut résumer votre riche vie publique, vie consacrée, j'adore cette expression, au réformisme écologique. Et je crois que c'est une expression qui avait été utilisée au moment de la création de CAP 21. Vous recevant, Madame la Ministre, le professeur de droit, maintenant que je suis, a un autre motif de satisfaction. D'abord parce que vous êtes vous-même enseignante dans notre belle maison. Ensuite parce que vos enseignements, sans surprise, portent notamment sur la justice climatique et la justice environnementale. Et ces questions sont en effet au cœur des préoccupations qui nous sont particulièrement chères. Je songe du côté des juristes. Alors, je ne veux vexer personne, donc ne le dites à personne, parce qu'il y a aussi des économistes, il y a aussi des sociologues et des politistes et des historiens. Mais aux travaux des professeurs Néré, Murvat, Calme ou Potage, je pense aussi aux cliniques juridiques. Et au sein des cliniques juridiques, le programme Justice environnementale et transition écologique, clinique, ce sont des programmes pratiques pour nos étudiants, dont l'ambition est, je cite, de mobiliser le droit comme outil de résistance contre les injustices environnementales et comme outil de transformation de nos systèmes au niveau local, au niveau national et au niveau transnational. Impossible, en lisant cela et en le disant ce soir, Madame la Ministre, de ne pas penser à vos engagements. Last but not least, j'ai aussi à l'esprit le beau projet, le très beau projet de création d'une école du climat, un projet qui est à l'origine celui de notre nouveau directeur, Louis Vassy, et qui, grâce à l'énergie, je n'ose dire grâce à l'activisme d'un petit groupe très décidé qui travaille avec lui, pourrait bien accueillir des étudiants dès la rentrée 2026. Ce qui pourrait placer notre maison, c'est notre ambition, à la pointe de la lutte, pardonnez-moi, contre l'injustice climatique. Madame la Ministre, je me permets pour finir, au nom de tous, de vous souhaiter la bienvenue dans une maison, la vôtre, avec laquelle vous avez beaucoup en partage. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je me permets de reprendre la parole pour une période très courte afin de poser les thématiques. Je vais le faire assez rapidement, mais je me permets de le faire quand même. Il y a quelques jours dans l'actualité, il y a eu une nouvelle liée à la justice environnementale. Il se trouve qu'il y en a très souvent, si vous tendez l'oreille ou l'œil, tous les 2-3 mois, il y a une décision qui est rendue, soit en France, soit quelque part dans le monde. Celle qui m'a touchée, cette nouvelle, c'est en fait une communauté nigériane qui, au bout de 10 ans de contentieux, de batailles rudement menées au Royaume-Uni, s'est vue reconnaître la possibilité d'engager la responsabilité de la société Shell. C'est une actualité parmi d'autres, et Madame la ministre nous en reparlera, mais voilà, tendez l'oreille, la justice environnementale est partout. Qu'est-ce qu'on entend par justice environnementale? On aura, je pense, l'occasion d'avoir la définition de Madame Lepage, mais en fait, c'est beaucoup de choses différentes. Ça peut être le droit à la santé, le droit à un environnement sain. Ça peut être aussi le droit d'agir en justice. Et agir contre qui? Contre un État, contre les pouvoirs publics, mais aussi contre des entreprises. Et contre des entreprises, mais contre quelle entreprise? Contre une société mère ou contre la société locale dans le pays où les pollutions ont été causées? Ça pose beaucoup de questions. Et aussi, qui a le droit d'agir? Est-ce que ça peut être tout citoyen, une association, n'importe quelle association créée le jour même, ou une association qui a été constituée il y a plusieurs années avec le bon objet social? Bref, vous voyez, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Sans compter, bien entendu, les questions de droit pénal. Est-ce qu'on peut pénalement sanctionner une entreprise pour une pollution? Oui, il se trouve que ça n'a pas toujours été le cas non plus. Bref, beaucoup de questions. Il y a donc du mouvement, tant par rapport à des lois qui vont être adoptées pour permettre à cette justice environnementale de progresser, que des contentieux innovants qui vont en fait inciter à la loi, à la création de cette loi. Comme vous le savez, il y a un mouvement certes encourageant, mais aussi un contexte qui peut être perçu comme difficile, quelle que soit en fait l'idéologie à laquelle on se rapporte. Climatiquement, pour des termes scientifiques, les choses vont pas forcément très bien. Moi, je ne suis pas scientifique, donc c'est comme ça que je les comprends. La semaine dernière, un collectif de scientifiques a constaté que l'objectif de réchauffement limité à plus 1,5 degré ne serait potentiellement pas atteignable.
il y a des tensions géopolitiques qui peuvent donner l'impression que l'urgence climatique n'est finalement pas si urgente et qu'elle va être repoussée à plus tard. Et enfin, il y a des remises en cause de certains acquis, que ce soit politiquement, avec le vote de certains amendements qui ne sont pas encore la loi, ou bien, par exemple, une remise en cause de certains droits humains, alors même que c'est sur le fondement de ces droits humains que certains acquis environnementaux peuvent être obtenus. Bref, un contexte qui n'est pas des plus faciles. Face à ces défis, face à ce mouvement qui, j'espère, peut-être est inévitable, et face à ce contexte compliqué, plusieurs questions se posent, et c'est peut-être à une partie de ces questions dont on obtiendra des réponses ou des pistes ce soir. La justice peut-elle vraiment faire évoluer les comportements, accélérer la transition écologique? Est-ce qu'elle peut contraindre les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises, bref, toutes les personnes qui ont véritablement le pouvoir, en plus de la responsabilité vis-à-vis de l'environnement, mais aussi des humains? Car ces questions d'écologie, il faut se rappeler que c'est avant tout notre survie sur la planète et non pas tellement la planète, qui est un gros caillou qui, sans doute, va rester encore assez longtemps dans l'espace. Là encore, pas une scientifique. Enfin, il y a énormément de choses à dire, mais je sais que vous allez parler du contentieux climatique. Cette vague, est-ce elle est, comment dire, inarrêtable, ou bien y a-t-il des choses qui pourraient y faire obstacle? Si oui, quoi? Et si oui encore, comment fait-on pour lever ces obstacles? Un grand merci pour votre présence et je vous passe le micro. On vous laisse parler. Bien d'abord, merci pour cette invitation qui me fait plaisir et qui m'honore. Je vous entendais les uns et les autres dire de quelle année de promotion vous êtes, oserais-je vous dire la mienne. 1971. Ouais, vous savez, ça fait quelques années. Et c'est vrai que je suis très attachée à Sciences Po. J'y ai enseigné pendant 30 ans. Puis j'ai arrêté, puis j'ai repris. Et c'est une maison que vraiment j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis très heureuse d'être là ce soir. Alors, le sujet, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. C'est un sujet extrêmement vaste. Je vais peut-être parler d'abord un peu de justice environnementale et ensuite je parlerai de justice climatique. Alors, justice environnementale, c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu progressivement. Euh, Lorsque, avec Christian Huguelot, mon associé et mari, on a commencé à faire du droit de l'environnement, lui, il a commencé un peu avant moi. Moi, j'ai commencé vraiment en 1977. Un peu avant, parce que ma thèse portait en fait sur le droit de l'environnement. Ma thèse avait un sujet, à l'époque, qui était lunaire, que j'ai eu la chance de faire avec un professeur extraordinaire qui s'appelait Prosper Veil, que vous ne connaissez pas, je pense, les plus jeunes d'entre vous, mais qui était un homme exceptionnel. Et je suis allée le voir en lui disant que je vais faire ma thèse avec lui. Et il m'a dit très bien. Et en général, on laisse le professeur vous proposer un sujet de thèse. Moi, je suis avec mon sujet de thèse sous la main. Je lui ai dit, je veux faire une thèse sur les externalités en droit public. Regardez, c'était en 1975. Il m'a dit, je vois même pas de quoi vous voulez parler. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que sont les externalités. En 1975, en dehors du professeur Cause, qui avait écrit beaucoup de choses aux États-Unis au début des années 70, et de Claude Gessua, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Coûts sociaux et coûts privés, qui doit dater de 73 ou 74. Sujet, voilà. Pour parler des externalités, évidemment, je suis venue à l'environnement, c'est tout à fait clair. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai commencé à travailler ce sujet, l'environnement, c'était quoi? La justice environnementale. D'abord, on ne parlait pas de justice environnementale, on faisait de droit public. Le droit, c'était quoi? C'était le droit des pollutions et nuisances. Les premiers textes sont anciens, hein. Le premier texte sur les installations, ce qu'on appelle aujourd'hui les installations classées, ça s'appelait à l'époque les établissements dangereux, incommodes et insalubres. Ça date de 1810. C'est un texte de Napoléon. Décret-loi de 1810. Ensuite, la grande loi est de 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Et peut-être parce qu'on avait besoin à l'époque, j'en sais rien, j'ai pas fait d'histoire, d'archéologie du sujet, peut-être parce qu'on avait besoin pendant la guerre d'avoir une législation permettant facilement de créer des usines qui allaient fabriquer des munitions, etc. Je ne sais pas.
Mais enfin, voilà, 1917 puis 1976. C'était le premier volet. Le deuxième volet, c'était la nature. Alors, la nature, on avait un code forestier déjà à ce moment-là. On avait une loi sur l'eau, qui est la première qu'on a eue, qui est de 1964, décret d'application 73. On avait une loi sur les déchets, 1975, même année que la directive sur les déchets, qui est en fait le premier texte environnemental de l'Union, c'est sur les déchets. Pour une raison très simple, c'est que c'est un problème de concurrence. C'est-à-dire que le fait de réglementer les déchets permettait en fait de faire de la distorsion de concurrence. Donc à un moment, ça s'est fait à propos des bières hollandaises, je crois, si ma mémoire est exacte. À un moment, les entreprises ont dit on en a marre, il y a des gens qui font de la distorsion de concurrence, il nous faut un texte pour l'Europe. Et donc le premier texte, ça a été sur les déchets, 1975. Donc voilà, on avait ça. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce que c'est que l'environnement, c'est alors c'est un droit, on est en backlash, donc on vous dit ouais, on veut plus d'environnement, etc. Ça c'est vrai, mais quand vous regardez la réalité, c'est un droit qui est envahissant. Il est dans tous les domaines. D'abord, quand vous parlez d'environnement, moi je fais du droit de l'environnement, c'est-à-dire je fais quoi? Je fais du droit de l'énergie, je fais du droit de la santé, je fais du droit des produits, je fais du droit de l'agriculture, je fais du droit des déchets, évidemment, des sites pollués, mais aussi de la RSE, mais aussi tout ce qui va concerner l'aspect social et environnemental. Autrement dit, ce droit, il est parti partout. Et vous le retrouvez maintenant dans le droit civil, puisqu'il y a des dispositions dans le Code civil. Vous le retrouvez évidemment dans le droit pénal, je vais en dire un mot. Vous le retrouvez un peu partout et à l'échelle internationale, communautaire et nationale. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que c'est un droit envahissant. Alors, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu trop envahissant, ce que je peux comprendre. Mais voilà, voilà ce qu'est devenu aujourd'hui l'environnement. Alors, sans parler de la question climatique, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, peut-on dire aujourd'hui, en parlant de tout ça, qu'il y a une justice environnementale? Je pense que oui. Pourquoi? D'abord parce que la question environnementale a largement envahi le domaine de la responsabilité. Alors, la responsabilité euh, environnementale, elle concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde et du reste, vous prenez la charte de l'environnement et vous avez un article 3, si ma mémoire est exacte, qui dit que chacun doit prévenir la prévention, prévenir les dommages à l'environnement. Donc, s'il ne les prévient pas, il engage sa responsabilité. Vous allez donc avoir des traductions administratives, bien sûr, ça a commencé par ça, mais au civil et au pénal, de cette responsabilité. Et au fil des ans, s'est construit une véritable théorie de la responsabilité en matière environnementale que l'on réduit un peu trop facilement au principe pollueur-payeur, qui n'est jamais que l'application du principe de notre bon vieil article 1382 et 1384 du Code civil. Hein, c'est jamais rien d'autre que ça. Bon. Et de la Déclaration des droits de l'homme de 89, qui dit que la liberté consiste à ne pas nuire à son voisin, globalement. Donc, si vous voulez, c'est un concept ultra classique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est appliqué à la matière environnementale. Partant de ce principe pollueur-payeur, c'est bien entendu d'abord en matière civile qu'il a eu l'occasion de s'appliquer, et aussi de plus en plus en matière pénale. Pourquoi? Ben parce que notre droit est presque toujours enclin à avoir un volet pénal et que donc sur tous les éléments naturels que vous pouvez imaginer, sauf l'air jusqu'à présent, et le sol, vous avez un volet pénal. Cette tendance, je dirais, s'est largement renforcée récemment avec l'intervention de la directive de 2024 qui reprend une directive de 2008, qui est l'application du droit de l'environnement par le droit pénal. La directive de 2008 a été un four
totale. Personne ne l'a appliqué. Zéro, rien. Donc, on a mis beaucoup, beaucoup de temps, 2008-2024, c'est quand même presque 20 ans, hein, pour dire il faut faire quelque chose. Et donc, le texte a été largement repris. Et aujourd'hui, vous avez un texte qui vise de manière assez générale tous les milieux, y compris le sol et l'air, qui jusqu'à maintenant étaient des parents très pauvres, hein, de la répression, qui définit les délits, qui définit le rôle de l'autorisation administrative à l'égard de l'infraction pénale, qui est un sujet, une question qu'on se pose souvent. J'ai une autorisation, vous n'avez pas le droit de me poursuivre. Ben, pas toujours. Pas toujours le cas. Il peut y avoir des cas dans lesquels, même si vous avez une autorisation, d'abord, vous pouvez ne l'avoir pas respectée convenablement, puis l'autorisation elle peut être légale, vous pouvez quand même avoir engagé votre responsabilité. Euh, donc, le pénal s'est beaucoup développé, à telle enseigne qu'aujourd'hui, on a un système pénal français qui a été complètement modifié il y a quelques années pour créer des pôles santé-environnement, que vous connaissez peut-être, avec des procureurs spécialisés et des juridictions spécialisées. Sur le papier, c'est super. Dans la vraie vie, c'est un peu difficile et un peu différent parce que malheureusement, la justice, comme le reste, est sinistrée et qu'il n'y a pas eu la création d'un poste de magistrat supplémentaire pour aller dans ces nouveaux pôles. Donc, en fait, c'est le président de la cour d'appel qui va décider du point de savoir s'il va affecter un nombre de magistrats suffisant à son pôle ou pas. Que ce soit des procureurs ou que ce soit des magistrats de la juridiction, instruction et jugement. Donc, il y a des situations très différentes d'une région à l'autre, selon la sensibilité de la région. Alors, vous avez des pôles qui disent, moi, je veux exister, qui cherchent des affaires et qui cherchent à se développer, puis d'autres qui disent, moi, je suis sous la mer, c'est même pas la peine d'essayer. Mais, incontestablement, la justice pénale environnementale s'est développée, avec notamment deux affaires qui ont été, plusieurs affaires, mais je vais vous en citer deux ou trois que je connais bien parce que c'est des affaires dont je me suis occupée et qui, à mon sens, ont fait vraiment progresser le sujet de la justice environnementale sous toutes ses formes. Le premier est de la justice environnementale au sens le plus classique du terme, c'est Erika. Erika, je rappelle, pollution 1999, déversement donc de pétrole au large du sud de la Bretagne, de la Vendée. Mobilisation des collectivités locales et donc procédure pénale qui, après des années et des années de procédure, mais nous avons eu la chance d'avoir un juge d'instruction formidable à Paris, qui était Madame de Talancé, qui a... Tout dépend, vous savez, il y a quelques confrères dans la salle. Vous savez très bien que ce genre de dossier dépend beaucoup de la qualité du magistrat d'instruction et des moyens qu'il va mettre. Donc, Madame de Talancé a vraiment beaucoup travaillé et c'est grâce à elle qu'on a pu vraiment avancer et obtenir cette décision, qui est une décision de condamnation, qui est très intéressante parce que, pour entrer un tout petit peu dans les détails, ce dossier avait une particularité. Nous sommes en droit maritime. Le droit maritime, c'est un droit spécial, c'est-à-dire qu'il obéit à des règles particulières qui ne sont pas les règles du droit commun. Et en particulier, il repose sur une convention internationale qui s'appelle la CLC, la Convention sur la responsabilité civile du fait des pollutions de mer par hydrocarbures, qui est une convention qui avait été conclue en 1972, je crois, qui repose sur le fait que le propriétaire du navire constitue un fonds de garantie très modeste. Pour la MOCO, c'était quelque chose comme 3 millions de francs. Oui. On ne parlait pas d'euros à l'époque. Ça va. Et lorsqu'il a constitué son fonds de garantie, c'est bingo. C'est-à-dire que sa responsabilité ne peut plus être engagée, sauf s'il a tué père et mère. C'est-à-dire s'il a intentionnellement voulu l'accident. Il faut le prouver, hein.
Et moyennant quoi, c'est un fonds d'indemnisation, il s'appelle le FIPOL, qui prend le relais, qui est plafonné, limité, et qui donc va indemniser. Sauf que, comme je viens de vous le dire, pour que la responsabilité personnelle soit enfin que la responsabilité du propriétaire soit engagée, il faut une faute personnelle. En 1992, intervient l'arrêt de la MOCO aux États-Unis, à MOCO Cadiz. Nous faisons condamner le propriétaire du navire, mais le vrai propriétaire du navire, c'est-à-dire la maison mère. C'est-à-dire que les pavillons de complaisance, puisque à l'époque, les sociétés pétrolières étaient organisées de manière très simple, vous aviez une société qui avait le bateau coulait, la société avec, et au revoir. Personne n'est responsable, pas de chance. Donc, nous avons fait tomber ça, et on a fait condamner Standard Oil of Indiana. Branle-bas de combat, dans l'écosystème pétrolier, ils disent terminé, on n'est plus propriétaire de nos navires. Donc, les pétroliers ont vendu leur flotte en 1992. Et dans le même temps, ils ont fait modifier la CLC pour que la même garantie que celle qu'avaient les propriétaires s'applique désormais aux affréteurs, c'est-à-dire locataires de bateaux qu'ils étaient devenus. Quand je prends le dossier de l'Erika en 99, je vois tout de suite le problème. Je me dis, je vais gagner au pénal, parce que c'était assez clair, mais je vais me faire avoir au civil. Je n'aurai pas un centime. C'est-à-dire Ralphie Paul et basta. Et donc, j'ai imaginé, vous savez, nous les juristes, quand on est fermé sur une porte, on passe par la fenêtre. C'est normal. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux trouver pour contourner cette difficulté? Et donc, j'ai eu une idée qui est très simple. Et elle est basique, mon idée, mais il fallait quand même la trouver. C'est de dire, mais en fait, les boulettes dans la mer, ça porte un nom. Ça s'appelle un déchet. Eh ben oui, c'est bête comme chou, hein. Et donc, je suis partie sur la législation déchets. Et donc, j'ai eu deux procédures parallèles, le pénal d'une part et procédure commerciale contre Total d'autre part, en tant qu'affréteur. J'ai perdu, bien entendu, en première instance, j'ai bien entendu perdu en appel, mais la Cour de cassation a dit, c'est peut-être pas complètement idiot, on va interroger la Cour de justice, la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a dit, ouais, ce sont bien des déchets et, très intéressant, l'affréteur est responsable s'il a contribué à causer l'accident. Pourquoi? Parce qu'il a contribué à ce qu'un produit devienne un déchet. Et donc, ce que le FIPOL ne vous aura pas donné, si ça va, c'est pas assez, eh ben c'est Total qui vous le payera. Ça, c'est la Cour de justice. Et la procédure pénale a continué. Et donc, le tribunal a condamné Total. La Cour d'appel, non. Je place au niveau civil, au niveau pénal, tout le monde a condamné. Donc, il y avait RINA, qui était l'organisme italien qui avait donné la validation à une poubelle. Donc, lui, il a été condamné aussi. Et Total, qui avait affrété pour la 7e fois le même bateau poubelle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails parce que je ne vais pas parler ce soir que de l'Erika. Mais c'est un roman, ce truc-là. Et donc, on est arrivé à la Cour de cassation qui a condamné Total en tant qu'affréteur en considérant qu'il avait commis une faute personnelle, donc qui ne l'exonérait pas de sa responsabilité au titre de la Convention, dans la mesure où il n'avait pas respecté ses propres règles de contrôle de vetting. Voilà. Et la Cour de cassation a validé ce qu'avaient déjà fait le tribunal et la Cour, c'est-à-dire la réparation du préjudice écologique, calculée en fonction. Alors, les collectivités locales l'ont eu, les associations l'ont eu. C'est la première fois que le préjudice écologique était indemnisé à ce niveau-là. Et pour les communes, ça a été calculé en fonction du mètre cube d'eau dans l'estran étant la partie de la mer qui est devant le territoire de la commune. Voilà, donc ça, c'était une très, très grande avancée. On peut dire que c'est vraiment de la justice environnementale. Je vais vous donner un autre exemple, pénal également, mais qui touche
un autre domaine qui pour moi est très important, qui est celui de la santé. Il s'agit d'un incinérateur de la région parisienne. Chacun connaît le château de Vaux-le-Vicomte, je pense. C'est à côté, c'est à Vaux-le-Pénil. C'est un incinérateur qui était exploité par un syndicat de communes et qui dysfonctionnait dans des conditions absolument dramatiques. C'est-à-dire qu'en gros, les taux de dioxine, la dioxine étant un produit éminemment cancérigène, étaient à peu près 1000 fois la norme admissible. 1000 fois. Donc à partir de 1995-96, ce qui était à l'époque l'ADRIR et qui est aujourd'hui l'ADREAL, a commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant c'est pas possible qu'il continue comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Et l'État n'a rien fait du tout parce que c'était des communes et qu'on voulait pas se fâcher avec elles, etc., etc. Et puis la commune voisine de Mincy et ses habitants ont fini par se fâcher parce qu'il y avait un nombre de cancers et de lymphome de Hodgkinien absolument considérable. Et donc on a déposé une plainte. On a déposé une double plainte. L'une pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, l'autre pour homicide involontaire. Homicide involontaire, on a été débouté tout de suite, il n'y a pas eu d'instruction, tout simplement parce que nous étions incapables de prouver que le lymphome non-Hodgkinien de Mme Dupont ou de M. Durand était bien imputable à ce nuage. Mais, par contre, sur mise en danger délibérée d'autrui, le juge a accepté d'instruire et ils ont été renvoyés pour ça. Et nous avons gagné. Et nous avons gagné au tribunal et à la cour. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que là aussi, c'est de la justice. C'est que les victimes des émissions polluantes nocives, toxiques, ont le plus grand mal à obtenir réparation parce que précisément, on ne peut jamais prouver, sauf pour l'amiante, parce qu'il y a des fibres d'amiante dans la plèvre des gens, sauf pour l'amiante, qu'un cancer, une maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative est imputable à un produit ou une activité déterminée. C'est impossible à prouver. Comme la charge de la preuve est sur la tête de la victime ne peut jamais être indemnisée. Alors, on peut dire qu'il y a une dépréciation de la valeur vénale de la maison, ça marche. On peut dire que depuis peu de temps, il y a du préjudice d'anxiété, ça peut marcher. Mais sur la santé elle-même, ça ne marche pas. Le fait d'avoir fait juger qu'il y a mise en danger délibérée d'autrui dès lors qu'on expose une personne ou une catégorie de personnes à une augmentation sensible de son risque d'être exposé à un cancer. Ici, c'était 20% d'augmentation du risque du fait du panache de dioxine. Eh bien, c'est une mise en danger délibérée d'autrui dès lors qu'il y a la méconnaissance d'une règle particulière de sécurité et de prudence, ce qui était le cas puisqu'il y a des mises en demeure non respectées. Voilà, ça c'est de la justice. C'est de la justice environnementale. Donc, ça marche au pénal, ça peut marcher au civil aussi, et ça peut marcher, bien entendu, à l'administratif. Ça, c'est pour les personnes. La question du préjudice écologique est bien entendu une question très importante et qui est délicate. Qui est délicate parce que c'est toujours difficile d'évaluer les dommages environnementaux. Il y a les dommages portés aux espèces protégées, aux habitats protégés, mais au-delà de ce qui est protégé, donc qui est protégé par la directive communautaire dont j'ai parlé tout à l'heure, et par nos textes, par le Code de l'environnement, vous pouvez avoir de la destruction de milieux, de prairies par exemple, de zones humides, de toute une série de milieux sensibles qui ont un impact écosystémique très important. Comment on évalue ça? C'est très compliqué. L'évaluation de la perte de biodiversité, c'est très compliqué. Alors, on progresse, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ça rejoint la préoccupation autour de ce qu'on appelle les droits de la nature, auxquels les jeunes générations sont extrêmement attachées, et qui est une question qui est assez délicate. D'abord, les droits de la nature, ça existe. Si on parle de préjudice écologique, c'est bien qu'on répare la nature. Donc, elle a le droit d'être réparée.
Donc, le droit à la réparation, le droit de la nature, ça existe. Et aujourd'hui, les associations peuvent obtenir réparation du préjudice écologique. Elles ont le droit. Mais quand on parle de droit de la nature aujourd'hui en disant, par exemple, la Seine doit pouvoir disposer d'un droit, la forêt de je ne sais pas quoi, etc., on parle de quoi? On parle de reconnaître une personnalité juridique à la nature ou à un élément de la nature lui permettant d'ester en justice. Ça pose deux questions. La première est juridique, la deuxième est plus philosophique et politique. La première est juridique. Vous reconnaissez une personnalité morale à la nature, très bien. Qui va agir? Ce n'est pas la rivière qui va aller devant le tribunal, donc il faut un média humain. Qui? Si c'est une association, je dirais, on l'a déjà. Demain matin, vous constituez l'association de défense des intérêts de la Seine et vous pouvez agir en justice, aucun problème. Aucun problème. Et au bout de 5 ans, vous pourrez même vous constituer partie civile si ça vous fait plaisir. C'est la loi. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si ce n'est pas une association, c'est qui? Le procureur de la République? Très franchement, tout au long de ma carrière, j'ai vu comment agissait l'État. Je ne parle pas des organes de l'État, type OFB ou ADEME ou qui vous voudrez. L'État, le procureur, il a des dizaines d'intérêts généraux à défendre. L'environnement n'est pas sa première préoccupation. Dans ma vie, j'ai défendu beaucoup de collectivités locales, dans des procès de pollution notamment, où l'État aurait pu se préoccuper du préjudice écologique puisqu'il a vu le domaine public. Quand j'ai parlé de l'Estran tout à l'heure, c'est jamais que le domaine public maritime. L'État aurait parfaitement pu dire, dites donc les enfants, je suis chez moi. Donc c'est moi qui demande le préjudice écologique. Jamais. C'est pas son problème. Donc, de donner ce droit à un procureur, franchement, je pense que c'est difficile. Alors qui? Première question, quand même. Et une deuxième question qui est plus philosophique et politique. Quand on reconnaît une personnalité morale, il y a des droits et il y a des devoirs, des obligations. Il n'est pas question de reconnaître des obligations pour la nature. Donc, qu'est-ce que ça pose la question de cette personnalité morale très particulière, qui ne serait dotée que de droits et d'aucun devoir. Ce qui amène à une deuxième question, qui est d'ordre plus philosophique et politique, c'est jusqu'où pourrait aller une personne morale nature pour s'opposer à une collectivité d'humains. Et là, ça pose réellement des questions compliquées. Moi, j'ai défendu toute ma vie l'environnement, ce n'est pas le sujet. Mais je pense qu'on est dans un système démocratique et qu'il y a quand même une limite. Et que les humains ont le droit de se défendre aussi. Donc, vous voyez, c'est très compliqué ce sujet. Ce n'est pas aussi simple qu'on veut le présenter, mais ça fait partie des questions que l'on se pose sur la justice environnementale. Et puis derrière tout cela, il y a bien entendu la question des assurances, de l'assurance pollution, qui n'y a pas, ça n'existe pas vraiment, et c'est très très limité. Et un petit mot peut-être avant que je vous parle du climat, puisque vous m'avez dit 45 minutes, donc je vais prendre un petit quart d'heure pour parler du climat, sur les requérants. Alors, on a aujourd'hui beaucoup de recours des associations. On a, d'abord, parce que c'est très facile en France de faire une association, on est 3 personnes, on dépose ses statuts et c'est bon. Et que la jurisprudence est finalement assez souple sur le recours des associations, sauf en matière d'urbanisme. Parce qu'en matière d'urbanisme, vous faites une association des voisins de machin, ça ne marche pas. Il faut que vous ayez existé 1 an avant le projet pour pouvoir agir. Mais par contre, les personnes physiques peuvent agir, mais pas l'association. Donc, il y a beaucoup de recours d'association. C'est en plus validé au niveau européen, international par la Convention d'Aarhus, qui reconnaît le droit des associations, droit à l'information, droit à la participation et accès à la justice. Donc, ces recours sont très facilement admis, même si
depuis quelques années, on assiste quand même à une série de règles de procédure qui sont vraiment faites pour rendre la vie très, très difficile aux associations qui agissent. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de petites astuces de procédure qui font que les associations ont fait beaucoup de mal à agir toutes seules parce qu'elles ne savent pas forcément qu'il faut notifier le recours à celui qui a obtenu l'autorisation, ou parce qu'elles ne savent pas que lorsqu'on a fait un mémoire en défense, il y a une cristallisation au bout de 2 mois. Enfin, il y a comme ça plein de petites choses qui sont arrivées, qui sont, ou parce que vous perdez en référé, ben, si vous ne dites pas que vous voulez continuer votre procédure, vous êtes désisté d'office. Tout ça, si vous ne savez pas, c'est fini. Donc oui, les recours sont ouverts très largement, mais les choses-trappes procédurales sont quand même très importants. Et puis, je dirais qu'il commence à y avoir quand même un certain nombre de procédures bâillons, dites bâillons, c'est-à-dire des procédures faites pour empêcher les associations d'agir, qui sont assez sérieuses. Et vous avez peut-être vu qu'aux États-Unis, Greenpeace s'est vu condamné à plusieurs centaines de milliers, voire millions, je ne sais plus le chiffre exact, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était astronomique, d'indemnités pour un recours qu'ils avaient déposé. C'est vraiment les procédures bâillons. Et j'en vois maintenant de temps en temps, les personnes physiques se font poursuivre. Donc, on veut bien défendre l'environnement, mais quand on vient vous dire qu'on va vous réclamer 50 millions ou 10 millions ou 1 million, c'est très bien qu'on ne prendra jamais ça, mais déjà, une saisie sur sa maison, personne n'a envie, quoi. Donc, si vous voulez, c'est un moyen aussi euh, de détourner les associations qui sont quand même les grands gardiens de l'environnement avec les collectivités locales. Ce qui me permet de faire le lien avec un nouvel aspect de justice environnementale qui est la justice climatique. Alors, ça en fait partie, bien sûr, mais c'est quand même très nouveau. De quoi s'agit-il? Ben, il s'agit des procès qui ont été lancés majoritairement après 2015, c'est-à-dire après les accords de Paris, mais qui avaient commencé avant aux États-Unis en 2007, avec une affaire Massachusetts contre EPA. Et c'est intéressant parce que ces contentieux climatiques sont très souvent menés par des collectivités territoriales. Et pas plus tard que ce matin, j'étais à l'Hôtel de Ville de Paris où Anne Hidalgo fêtait les 10 ans des accords de Paris et avait invité une cinquantaine de maires de grandes villes du monde entier. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à une table ronde qui était justement intitulée Démocratie, justice climatique, avec des Américains. C'était très intéressant parce qu'il y avait le vice-gouverneur de Californie, il y avait le maire de Phoenix, ils avaient des choses à nous raconter quand même, hein. Le maire de Nairobi, le maire d'Athènes, et moi-même, j'étais avec le procureur général Molins pour parler de l'aspect plus juridique des choses. Et donc, c'est intéressant que dans une enceinte de cet ordre, les maires aient envie de parler de justice climatique parce qu'ils en sont des acteurs. Ils ne font pas seulement des choses sur le terrain, ils sont des procéduriers. Donc, cette affaire Massachusetts contre EPA a été très importante parce que c'est elle qui a lancé le contentieux climatique dans le monde. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une affaire aux États-Unis qui a été lancée par des États et une série de grandes villes de la côte ouest contre les majors du carbone pour avoir dissimulé, voire menti, quoi, dissimuler la réalité de ce qui se passait en matière climatique. Alors, même si l'essentiel du contentieux climatique, comme je vais vous le dire dans un instant, est porté par des ONG, il est aussi porté par des collectivités territoriales. Ce contentieux climatique, ça représente aujourd'hui à peu près 3000 procès dans le monde, ce qui est beaucoup, dont environ 700 ont été jugés. Au départ, ces procès ont été menés contre les États du fait de leur carence à mettre en œuvre des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Puis, progressivement, ce contentieux s'oriente vers les entreprises, en commençant par les majors du carbone, mais ça s'étend maintenant au monde de la chimie, au monde de l'automobile, aux banques,
aux sociétés d'assurance, progressivement par cercle à la chimie, par cercle concentrique, ce sont toutes les activités économiques énergivores, si je puis dire, ou finançant des projets climaticides qui vont être visés. Et donc, c'est aujourd'hui cette partie-là qui se développe le plus, beaucoup plus que contre les États, et avec une base juridique qui est toujours la même, des bases juridiques qui sont toujours les mêmes, à savoir les accords de Paris et les principes des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme. Je vais m'arrêter un instant là-dessus. Les accords de Paris sont un ovni juridique. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un ovni juridique? Parce que c'est une convention internationale ratifiée, donc obligatoire. Très bien. Sauf que quand vous lisez les accords de Paris, il n'y a rien de contraignant dedans. Rien. On a des CDN, donc des obligations de notifier des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Laurent Fabius rappelait ce matin qu'un tiers des États ne l'avaient pas encore fait. Pas de sanction. Donc, les juridictions ont été mises en face de cette difficulté et elles ont contourné la difficulté en considérant qu'était contraignant l'objectif d'atteindre 2 degrés de limitation de la température, voire 1,5 degré. Et c'est en s'appuyant sur cette base-là que s'est faite la jurisprudence. Le deuxième fondement est celui de la Déclaration des droits de l'homme, article 2, droit à la vie, et surtout article 8, droit à une vie familiale normale. Ça, c'est pour la Convention européenne des droits de l'homme. Et quand on prend les jurisprudences, la première grande jurisprudence est une jurisprudence hollandaise, c'est l'affaire Urgenda, qui a été jugée en 2015, 2017 et 2019 pour la Cour suprême, qui est le premier arrêt de principe qui a condamné l'État hollandais à faire mieux que ce qu'il avait envisagé de faire en s'appuyant sur les données du GIEC, en s'appuyant sur les accords de Paris, dans la mesure que je viens d'indiquer, et en s'appuyant sur la Déclaration européenne la Convention européenne des droits de l'homme. Ça a été suivi par toute une série de décisions en Belgique, l'affaire Klimatzak, la même chose. En France, avec l'affaire Grande Sainte, que j'ai eu l'honneur de mener devant le Conseil d'État, qui n'est pas terminée puisque nous entrons dans la saison 4, si je puis dire, parce que comme c'est toujours pas fait, ben, on revient devant le Conseil d'État, épisode régulier. Donc la dernière fois, le Conseil a reconnu que l'État n'avait pas exécuté son précédent arrêt, mais n'a pas voulu donner d'astreinte. Cette fois-ci, je ne sais pas s'il voudra donner des astreintes ou pas dans le contexte actuel, j'en suis pas sûre, mais enfin, on va essayer quand même. Bon. Vous avez eu l'affaire Neubauer en Allemagne, très intéressante, sur la loi climatique allemande, qui est la première à avoir jugé le droit des générations futures. Et vous avez l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme jugée en avril 2024, dite des grands-mères suisses, des Signorinnen, Schweiz-Signorinnen, où la Cour européenne des droits de l'homme a considéré, en partant de l'analyse scientifique du GIEC et de toutes les études qui existent aujourd'hui, a considéré que l'état actuel du climat mettait en péril les droits humains. Et que donc, effectivement, l'article 8, pas l'article 2, mais l'article 8 était applicable. Et a considéré qu'en l'espèce, la Suisse avait manqué à ses obligations. Ça, c'est la partie, très vite résumée, État. Ensuite, vous avez la partie entreprise, qui est une partie qui croît avec différents volets. D'abord, un volet basique, vous n'en faites pas assez. C'est la jurisprudence, en particulier Shell, aux Pays-Bas, qui a fait l'objet d'un jugement en 2021, je crois, de mémoire, qui avait condamné Shell à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui est colossal,
sur ce qu'on appelle les 3 scopes, c'est-à-dire ses émissions directes, les émissions de ses sous-traitants et ceux de ses clients. Ce juge, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ce jugement a été annulé en appel parce que la Cour a considéré que 45% résultait de nulle part, ce n'est pas une règle de droit, mais par contre a jugé, et donc même dans les arrêts de rejet, il faut quand même aller regarder ce qui est jugé, que les majors avaient l'obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et l'association vient de relancer une procédure contre Shell, non plus avec on veut que vous fassiez 45%, mais on veut que vous fassiez mieux que ce que vous faites. Voilà, ça c'est très intéressant. Deuxième type de dossier, très nouveau, c'est la réparation. La réparation. C'est ce que veulent les villes américaines de la côte ouest qui poursuivent les carbones majors, en disant vous avez menti, ça nous a coûté une fortune et vous êtes responsable des dommages que nous avons. S'il faut qu'ils payent les incendies de Californie, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter. Et une décision toute récente dont je voudrais vous dire un mot parce qu'elle est vraiment très intéressante. C'est aussi un arrêt de rejet, mais c'est pourtant une décision très importante. C'est un petit paysan péruvien qui s'appelle Yulia, qui a une propriété sur une montagne péruvienne qui est menacée par un lac glaciaire qui, du fait de la fonte des glaces, se gonfle et risque de s'effondrer, inondant complètement sa propriété. Monsieur Lulia, pour une raison que j'ignore, a décidé de s'en prendre à RWE en Allemagne. Il aurait pu s'en prendre à Shell, à Total, à qui vous voudrez. Il a choisi RWE. RWE, c'est 0,37% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous allez me dire comment on sait que c'est 0,37%. Je vous réponds. Il y a une équipe dirigée par un type assez malin qui s'appelle Monsieur Hede, ça s'écrit H-E-E-D-E, qui a produit en 2009, puis refait une étude remise à jour en 2023 pour rechercher quels étaient les 100 plus grands pollueurs depuis le début. C'est-à-dire si on cumule les effets historiques et pas ce qui s'est passé les 10 dernières années, parce que ce qui s'est passé les 10 dernières années, on n'a même pas encore les effets aujourd'hui. Donc, c'est historique. Et donc, RWE est dedans, et c'est 0,37%. Et donc, il a poursuivi RWE. Alors, la première question qui se posait, qui est générale, est-ce que n'importe qui peut aller attaquer n'importe qui dans n'importe quel pays pour la question du dérèglement climatique? C'est quand même une question. L'Allemagne dit oui. Peu importe que les émissions de gaz à effet de serre, elles aient été faites en Allemagne, parce que le résultat chez vous, c'est le même. Ça ne change rien. Et c'est la particularité des questions climatiques. C'est que vous émettiez votre tonne de carbone à Tombouctou, à Paris ou à Pékin, le résultat est le même. Ça gêne tout le monde. Donc, premier cas, oui, c'est bon, vous pouvez assigner. Deuxième question qui s'est posée, mais d'accord, vous pouvez assigner, mais quand même, sur quelle base? Ce n'est pas les troupes de voisinage parce que vous n'êtes pas voisins. Et le tribunal, la cour de Hamm, il dit, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. La question, c'est le préjudice. Si votre préjudice a un lien de causalité avec la responsabilité que vous recherchez, c'est bon. Oui, mais est-ce que RWE est réellement responsable du passé? Là, on n'est pas à dire vous devez dans le futur faire autrement. On est à dire dans le passé, vous avez mal agi. Et ce qui est très intéressant dans cet arrêt, c'est que la Cour dit c'est le cas parce que depuis, tenez-vous bien, 1960, c'est pas 1980 ou 2000, 1960, les gens qui travaillaient dans le secteur pétrolier savaient pertinemment, et ça rejoint la procédure américaine, ce qui allait se passer. Et encore, les procédures américaines, c'est sur les années, fin des années 70, 80. Là, on est 1960. Et donc, ici, toute une série dans l'arrêt d'études parues à ce moment-là pour dire
vous deviez suivre les connaissances scientifiques, c'est votre secteur d'activité. Et donc, vous êtes pleinement responsable. Et donc, si vous voulez, toutes les bases d'une responsabilité pour le passé des émissions de gaz à effet de serre est dans cet arrêt qui rejette finalement M. Lulia en disant pas de chance, enfin pas de chance si je puis dire, vous avez moins d'une chance sur 100 que dans les 30 ans, il y ait un problème. Donc la probabilité est vraiment infime. Donc je ne retiens pas votre cas. Mais je dirais que le principal est jugé. Donc c'est un arrêt qui est vraiment extrêmement intéressant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en matière climatique, ce sont des décisions nationales, voire européennes, voire des avis des différents conseils des droits de l'homme interaméricains, interasiatiques, etc. Mais en fait, c'est d'une nouvelle forme de construction du droit international. Je dis toujours qu'il faut imaginer qu'on est dans une construction d'un droit par escalier. Chaque marche est constituée par un jugement ou un arrêt rendu dans un pays. Et la marche suivante, un autre tribunal va s'appuyer sur la décision qui a été rendue. Quand vous lisez la décision Shell, par exemple, de la Cour d'appel de La Haye, vous allez avoir toute la jurisprudence qui a été rendue dans le monde entier. Quand vous regardez la jurisprudence de la CEDH, il cite pratiquement toutes les décisions qui ont été rendues dans le monde entier. Vous avez, à ma grande stupéfaction, j'ai trouvé une décision australienne qui se réfère à Urgenda, Pays-Bas, et à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que comme il n'y a pas à ce jour, et je vais faire une petite précision dans un instant, de juridiction internationale capable de juger ce type de cas, eh bien, en fait, ce sont les juges suprêmes nationaux qui s'arrangent, si j'ose dire, pour construire ce droit international, qui est le droit humain par définition, car si la planète devient invivable, vous pouvez avoir tous les systèmes juridiques que vous voulez, tous les droits de l'homme que vous voulez, ça sert à rien. À rien du tout. Et c'est ce que rappelait M. Guillemard, nouveau président de la CEDH ce matin, en disant c'est la décision que nous avons prise parce qu'évidemment, si le climat dégénère de manière gravissime, il n'y a plus de droits humains. Ils ne sont plus applicables. Et en plus, ce sera la guerre généralisée par-dessus le marché. Donc, alors, je disais, jusqu'à présent, il n'y a pas de juridiction internationale. Je voudrais m'arrêter un instant sur pourquoi j'ai dit ça, et puis je vais m'arrêter et on va passer aux questions. Parce que la Cour internationale de justice a été saisie par l'Assemblée générale des Nations unies à la demande du Vanuatu. Le Vanuatu est une toute petite île dans le Pacifique qui sera une des premières à disparaître du fait du dérèglement climatique. Donc les gens sont menacés de disparition. Alors, il faut bien comprendre que quand on dit ça, c'est pas un exil de population comme on peut l'imaginer. C'est en fait une culture qui va disparaître, une tradition qui va disparaître, une langue qui va disparaître, parce que ces gens vont partir en Nouvelle-Zélande probablement, et dans une génération, il n'y sera plus rien. Et ils ne pourront jamais retourner, à la différence d'autres cas, où les gens peuvent toujours dire mes grands-parents sont venus de tel endroit, je vais y retourner. Eux, ils ne retourneront jamais puisqu'il n'y a plus rien. Voilà. Donc, c'est, je dirais, sur le plan anthropologique, quelque chose de très nouveau, cette affaire-là. Donc, le Vanuatu a obtenu de l'Assemblée générale des Nations unies que soit posée à la Cour internationale de justice une question. Donc, on est au niveau de l'avis. Ce ne sera pas une décision juridictionnelle, c'est un avis. L'avis, c'est de savoir si les États ont des obligations les uns vis-à-vis des autres, puisqu'on est à la Cour internationale de justice, donc une cour de justice entre États, ont des obligations les uns vis-à-vis des autres en termes de dérèglement climatique. L'audience s'est tenue au mois de novembre. Il y a énormément de gens qui sont venus plaider dans un sens et dans l'autre.
Et la décision devrait être rendue dans le courant de l'été. Il est clair que cet avis va avoir une influence considérable sur la suite de l'histoire. Si la Cour internationale de justice juge que les États ont une obligation les uns vis-à-vis des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un État peut aller en chercher un autre pour demander, un, qu'il en fasse plus et deux, qu'il paye pour le passer. Et vous voyez, tout ce dont je viens de vous parler, c'est comme un puzzle qui se constitue. C'est vraiment une nouvelle configuration d'un droit international qui n'a pas été pensé comme ça au départ, parce qu'il n'y a pas ça dans les accords de Paris, même pas en filigrane, mais qui correspond à un besoin fondamental de justice entre États. Parce que ce n'est pas juste que certaines régions du monde qui ne sont pas émetteurs soient les plus concernées. Regardez les Inuits, hein, dans le Grand Nord, d'abord, sont une des régions les plus polluées de la Terre. Alors que ces braves gens, ils n'ont sûrement pas pollué grand-chose. Et deuxièmement, qui sont les plus concernés parce que c'est la banquise qui font le plus vite. Donc, c'est tout leur écosystème de vie. Regardez l'Afrique, 7% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un des continents les plus concernés. L'Inde, le Bangladesh, Pakistan, qui sont aujourd'hui des zones où on vit avec 50 degrés, ce qui n'est pas vivable. Il faut savoir qu'à plus de 50 degrés et avec une forte humidité, on meurt. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne transpire plus. Si vous avez 50 degrés et une chaleur sèche, ce n'est pas très agréable, mais vous pouvez survivre. Parce que vous allez boire et transpirer. Mais si c'est humide, vous allez mourir. Et il y a déjà 2 zones dans le monde qui aujourd'hui sont inhabitables. Et quand vous regardez les cartes de ce qui nous attend, en fait, ce qui vous attend, moi, je ne serai plus là pour le voir, malheureusement, parce que ma génération est quand même très responsable de tout ça. Eh bien, vous verrez qu'il y a énormément de zones rouges, c'est-à-dire dans lesquelles la vie sera impossible. Il y en a évidemment au milieu de l'Afrique, mais il y en a aussi en Amérique du Sud. Il y en a un peu aux États-Unis. L'Europe est relativement peu concernée, et il y en a en Russie. Et bien sûr, toute la péninsule indienne, qui est la première concernée et qui sera peut-être avant même par les inondations, puisque le Bangladesh est appelé à disparaître en réalité. Voilà, donc c'est une injustice insupportable. Et donc, il faut qu'on progresse. Et c'est pour ça que tous les débats qu'il y a lors des COP, on va voir ce que donnera la COP 30 à Belém, sur la prise en charge des réparations et dommages et de l'investissement dans les pays du Sud pour les aider d'abord à remplir leurs propres obligations et ensuite à s'adapter, parce que c'est les premières victimes de tout cela, c'est une justice minimale. Et donc, on voit bien qu'il y a cette espèce de double mouvement, d'une part de cette justice au sens judiciaire du terme, et de la justice climatique au sens plus politique du terme, et il y en a une qui avance et l'autre qui avance pas beaucoup. Je rappelle simplement que le fonds vert, dit fonds vert à 100 milliards de dollars, décidé à Copenhague en 2009, n'a été effectif qu'en 2024. Voilà. Donc, je pense que le droit a une certaine efficacité. Ça ne résout pas tous les problèmes, bien sûr, mais je pense que c'est très nécessaire. Voilà, j'étais un peu plus longue que ce que vous m'aviez opposé et j'espère avoir. Je n'ai pas la prétention d'avoir répondu à toutes vos questions, mais peut-être à quelques-unes. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de passer aux questions. Je cède le micro, Solène. Volontiers, merci beaucoup. On a préparé plusieurs questions avec le groupe. Une première pourrait être, vous avez commencé à introduire le devoir de vigilance dans votre propos. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur une affaire en particulier qui a permis de poser ces bases-là et de nous réexpliquer dans quelle mesure Alors, c'est effectivement structurant? devoir de vigilance, c'est un
d'abord, nous, on appelle ça en France le devoir de vigilance, ou en Europe. Aux États-Unis, ça s'appelle la due diligence. Et ça existe depuis des temps immémoriaux. Parce que aux États-Unis, vous avez peu de règles a priori, mais par contre, la responsabilité de la réparation, c'est très méchant. Et donc, vous engagez votre responsabilité si vous n'avez pas une attitude de due diligence, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait tout ce que vous aviez à faire. Donc, on vous demande pas à vendre, comme chez nous, il y a des autorisations, etc. On vous le demande pas. Mais par contre, si vous vous faites rattraper par la patrouille, là, ça devient extrêmement méchant. La loi Sapin en France, en 2017, a donc introduit en France un devoir de vigilance qui s'applique aux très grandes entreprises, plus de 5000 salariés, et qui se traduit par l'obligation faite à l'entreprise de faire un plan de vigilance, c'est-à-dire d'avoir une évaluation des risques auxquels elle est confrontée, et y compris dans sa chaîne de valeur, c'est-à-dire en remontant sa chaîne de valeur, qui est une chaîne de valeur amont, mais pas une chaîne de valeur aval. Donc, il y a très peu de jurisprudence. En fait, il n'y en a qu'une. C'est la Poste, qui a fait l'objet d'un jugement et d'un arrêt de la Cour d'appel qui a confirmé le jugement il y a une huitaine de jours. Donc, qui donne un certain nombre de règles d'interprétation sur qu'est-ce qu'on doit avoir dans le plan de vigilance. Voilà. Ça, c'est la règle française. Vous avez à côté de ça la réglementation européenne qui s'appelle la CS3D, qui est sur la sellette, comme vous le savez. C'est bien dommage, à mon avis, parce que c'est un texte très intéressant, qui donc introduit le devoir de vigilance à l'échelle européenne, avec une harmonisation, parce que l'Allemagne, entre-temps, a voté également un texte sur le devoir de vigilance. Donc, dans différents pays, il y a du droit national. Et là, on aurait eu une harmonisation européenne, ce qui est toujours mieux quand même. Sauf que par rapport à la loi française, le seuil d'entreprise était très abaissé. Il y a des règles de responsabilité civile qui n'existent pas dans le droit français. La chaîne de valeur était beaucoup plus développée. Et puis, énormément de droits sont reconnus dans la CS3D, aux syndicats, aux associations, aux consommateurs, aux collectivités autour. Enfin, il y a un droit de regard sur l'entreprise qui est assez inquisitorial quand même, que nous n'avons pas dans la loi Sapin, pas à ce niveau-là. Voilà. Donc, il y a beaucoup de débats autour de la CS3D. J'ai pas de boule de cristal, mais à mon avis, c'est assez mal barré pour elle. Dites-moi si quelqu'un a une question. Oui, je vais bien en poser une. Au début de votre intervention, vous avez introduit le sujet des déchets en faisant un lien avec les questions économiques. On pouvait voir, en tout cas à l'époque, un cercle vertueux, des soucis de concurrence, de développement économique, qui amenait une demande de protection de l'environnement, même si c'était de manière indirecte. On a l'impression aujourd'hui que le cercle est plutôt un cercle vicieux. Est-ce que vous partagez totalement cette impression ou est-ce que vous, compte tenu des échanges que vous pouvez avoir, vous pouvez quand même percevoir dans les milieux économiques des restes de cette approche? Et à ce moment-là, quels sont-ils? Je dirais que, à mon sens, le monde économique est extrêmement partagé sur le sujet. Parce que il n'échappe à personne qu'on est dans une période de très forte mutation et que dans des périodes de très forte mutation, il y a des gagnants et des perdants. Et qu'aujourd'hui, les perdants, c'est-à-dire ceux de l'ancien monde, l'économie de l'ancien monde, bah, évidemment, se révoltent. Alors c'est vrai, c'est évidemment vrai pour tout le monde pétrolier, c'est vrai pour une partie du monde de la chimie, c'est vrai pour l'agriculture qui a beaucoup de mal à faire sa mutation. Voilà, il y a beaucoup de secteurs économiques qui disent ras-le-bol.
Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre, voulant dire, on veut continuer nos activités comme par le passé. Et puis, vous avez une nouvelle économie qui apparaît, qui, elle, est demanderesse, parce que ces nouvelles réglementations vont l'aider à se développer. Je pense évidemment au monde de tout ce qui est énergétique. Énergétique décarboné. Hein. Je ne vais pas rentrer dans la querelle bien franco-française entre le nucléaire et le renouvelable, mais enfin, disons décarboné. C'est le cas de toute l'économie circulaire, par exemple, qui se développe énormément, de la bioéconomie, de l'agriculture bio et durable, disons, de manière plus large, de toutes les petites entreprises, les startups et même un peu plus qui se développent sur de nouveaux concepts qui correspondent exactement aux besoins qui sont les besoins d'aujourd'hui. Tous ces gens-là, ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs parce que c'est ce qui va susciter leur activité économique. Donc, vous êtes en face de deux mondes qui ne demandent pas du tout la même chose. Alors, on sait très bien où va le sens de l'histoire. La question, c'est tout ça va durer combien de temps? Et voyez-vous, moi, ce qui me préoccupe le plus dans tout ça, c'est la Chine. On ne veut pas voir en Europe comment la Chine est en train d'avancer. La Chine, pour la première fois l'année dernière, a réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Elle l'a fait avec 6 ans d'avance par rapport à sa planification qui était 2030. Elle a à peu près 10 ans d'avance sur nous en matière de technologie de la décarbonation. Les constructeurs automobiles sont catastrophés. Vous avez en Chine, pour l'équivalent de 30 000 euros, 35 000 euros, des voitures électriques qui ont 1000 km d'autonomie. Vous vous rendez compte? Nous, une voiture électrique chez nous, c'est 40 et quelques mille euros et ça a 300 km d'autonomie. Ils ont des batteries, en termes de batterie et de stockage d'électricité, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Je ne parle même pas de tout ce qui est le secteur du photovoltaïque, qui sont complètement préemptés. L'année dernière, la moitié des installations photovoltaïques dans le monde ont été en Chine. Donc la Chine est en train de devenir le leader mondial de toutes les nouvelles technologies. Ils ont une CSRD, ils ont de la RSE. CSRD, vous savez, c'est la... Tout le monde ne sait pas ce qu'est la CSRD, c'est la réglementation, le reporting obligatoire, non financier, extra-financier. C'est ce qui suit la DPEF. Ils ont tout ça. Et nous, on est en train de dire, ah ben non, c'est trop, il ne faut pas y aller, on en fait trop, c'est trop chat. Je trouve ça terrible. Moi, j'ai vécu en 97, donc ça remonte à, vous vous rendez compte, ça va faire 30 ans, la manière dont l'Europe n'a pas su tirer parti de son leadership sur le climat. Quand nous sommes partis, quand l'Union européenne est partie à Kyoto en 97, nous voulions réduire nos émissions de 15% en Europe. Et on pouvait le faire. Et franchement, c'est moi qui ai négocié le border sharing, c'est-à-dire le partage de fardeau. La France, c'était zéro, notre effort. 0%. C'était pas trop, quoi. Ça allait. Bon. Et on arrivait globalement à 15%, franchement, sans trop d'efforts. On est ressorti de Kyoto avec 7%, c'est-à-dire la moitié moins, parce que les autres ne faisaient rien, ou quasiment rien, 4%, 3%. Les Américains, rien du tout, puisqu'ils n'ont pas signé. C'est encore mieux. À ce moment-là, on aurait pu dire, ben, on est les leaders du monde, on va dropper sur tout ce qui va nous permettre de développer l'activité industrielle et économique qui va avec cette vision du monde, puisqu'on avait 20 ans d'avance sur les autres. On n'a rien fait. On n'a rien fait sur le plan économique. Et à la fin des années 2000, à l'époque j'étais député européen, j'ai vu arriver tout ce qui nous est tombé dessus en termes de technologie chinoise, du solaire et de l'éolien. Alors, il y avait 2-3 boîtes. Ibersolas arrivait, les Espagnols arrivaient à peu près à tirer leur épingle du jeu.
C'est tout. Tout le reste est mort. Et on ne voulait pas mettre de droits de douane et on ne voulait pas faire de rien du tout pour nous protéger, parce que les Allemands avaient envie de continuer à vendre aux Chinois. Hein. C'est simple à comprendre, on n'a rien fait. Et je vous raconter une anecdote. En 2000, c'était je ne sais plus quelle COP, je crois que c'était à Durban, Afrique du Sud, ça devait être en 2011. L'équipe européenne, on avait rendez-vous avec les Chinois. On les avait invités à notre pavillon. À 9 h du matin, 9 h moins 10, ils se décommandent. C'est déjà pas très sympathique. Et ils disent, mais on vous attend chez nous cet après-midi à 15 h. Très bien, on y va. Le président de la délégation européenne, c'était Jo Leinen, qui était le président de la commission environnement au Parlement européen. Donc on arrive, il y avait un aéropage avec un vice-premier ministre. Et Jo Leinen dit, bah, merci de nous recevoir, je dois vous présenter ma délégation. Non, non, tout à l'heure. Il lui répond, tout à l'heure. Et il lui dit, nous voulions vous remercier. C'était vraiment se foutre de nous. Hein. Nous voulons vous remercier de l'accueil que vous avez bien voulu faire à nos technologies solaires et éoliennes. Hein. Et voilà, c'est très important pour nous et donc on est très heureux de, etc., etc. Et il s'est barré. Il s'est barré avec quasiment tout le monde. Il nous a laissé avec un sous-fifre qui avait rien à en faire. Moi, j'aurais été le président, je serais parti. Leinen n'a pas voulu faire d'incident diplomatique, il est resté. Moi, je serais parti. Mais j'ai peut-être mauvais caractère. Mais je trouvais que ça allait. Voilà, c'est pour vous dire quand est-ce qu'il y a eu la bascule. Elle est à ce moment-là, la bascule. Oui, je voulais faire juste une remarque par rapport à ce que vous venez de dire sur la Chine. La Chine s'est tout de même rendu compte que les terrains étaient tellement toxiques avec la façon de cultiver et surtout les métaux lourds déversés par toutes les entreprises en fait sans aucune précaution, que c'était strictement indispensable de développer d'autres méthodes. Et par ailleurs, également, pour avoir visité à ce moment-là, même plus tard, dans les années 2015-2018, des usines en Chine, aucune des usines moi, que j'ai visitées n'aurait eu l'autorisation de fonctionner en Europe. On était au siècle passé. Enfin, on était certainement à ce qui existait il y a peut-être début du siècle, enfin début du XXe siècle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de comparaison. C'est-à-dire que la situation localement n'a rien à voir avec l'image projetée des technologies innovantes. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez raison, c'est vrai. Mais ce que je note quand même, et moi j'avais été très sensible à ça il y a 5-6 ans où j'avais participé à un grand colloque à Pékin sur les sujets environnementaux. Ce que nous avaient dit les Chinois, c'est que chez eux, c'était un problème politique majeur. C'est-à-dire que ce que vous dites est vrai et que c'était tellement pollué, notamment les fleuves, que les gens manifestaient matin, midi et soir. Donc ils avaient peur d'une révolte politique liée à la pollution. Et d'autre part, dans des villes comme Pékin ou comme Shanghai, on ne respirait pas. Moi, j'y étais allée en 96, donc c'est très vieux. J'y suis retournée 2 fois plus tard. Ça n'avait rien à voir. C'était la politique dite du ciel bleu, c'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à récupérer un air à peu près possible à Pékin avec des politiques drastiques. Donc, qu'ils aient des usines qui ne soient pas aux normes européennes, vous avez entièrement raison, certainement. Mais ils sont, pour des raisons politiques, obligés d'être de plus en plus rigoureux avec ce qu'ils font. Oui, alors, l'air pur à Pékin, en fait, qui était avant pollué par des usines, ces fameuses usines ont été déplacées. C'est à 800 km. Ouais. C'est ça. Ouais. Et pour m'être rendu dans cette ville qui est vraisemblablement la plus polluée au monde, vous ne pouvez pas respirer, même pas une minute, 30 secondes. Vous avez les poumons
brûlée, en fait. Et à tel point que personne ne comprenait pourquoi on voulait la visiter. Et ça, c'était il y a quelques années. Enfin, c'était il y a 4 ans de ça. C'est quelle ville? Alors, je vous écrirai le nom, c'est imprononçable. Je l'avais appris par cœur, mais je l'ai oublié. Je vous l'écrirai. Je vous l'écrirai. C'est une ville où on est obligé de se réfugier dans le musée. Et les 24 heures qu'on a passées, on les a passées strictement enfermées. C'est une ville où il n'y a... c'est que de l'acier et de la chimie. L'air, enfin, c'est jaune, c'est de la vapeur d'acide. C'est, c'est, euh, en fait, les personnes pour nous qui sont dans les rues sont des mutants. On ne comprenait pas comment c'était possible que des gens marchent dans la rue. Parce que nous, à peine sortis de la gare, en fait, on a eu les yeux rouges, les femmes surtout, les yeux, des pleurs incessantes et une incapacité de respirer, hein, comme si on était sur du chlore, hein, directement. Donc, C'est ce qui fait qu'on n'a plus d'acier en Europe. Oui, non, mais voilà. ça a l'air complètement idiot ce que je dis là, mais les conditions dans lesquelles la rentabilité de leurs usines d'acier et d'aluminium ont tué complètement l'industrie européenne de l'acier et de l'aluminium. Hein. Voilà, donc en fait, il y a du dumping. C'est la question que je voulais mettre en avant parce que je veux quand même vous poser une question. C'est quels sont, selon vous, les États, justement, qui font du dumping environnemental? C'est une certaine façon de le... Je ne sais pas comment le qualifier. La Chine, très clairement, parce que elle le fait sur les questions que vous venez d'aborder. Bon, alors à la limite, on pourrait mettre des clauses environnementales dans nos marchés. Mais je dirais qu'elle le fait de manière plus large par des aides d'État absolument énormes qui font qu'ils peuvent proposer sur des technologies neuves et relativement coûteuses des prix défiant toute concurrence. Parce que c'est l'État qui paye la différence. Si BYD là, est en train de vouloir tuer Renault, Peugeot et BMW et tout ce que vous voulez, c'est parce que les prix auxquels ils vendent leurs voitures, bon, la main-d'œuvre est moins chère en Chine qu'elle ne l'est en Europe, même si elle a monté. Hein. Donc maintenant, les Chinois, ils vont au Vietnam et je ne sais où pour produire parce que c'est moins cher, parce que leurs salariés demandent davantage. Donc, il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est l'État qui paye la différence. Donc oui, c'est une politique de dumping. Parce que ce n'est pas le prix que ça vaut, en fait. Même à fabriquer, chez eux. Ah, une première question, pardon. Pardon, merci pour ce regard sur la Chine que j'ai tendance à partager personnellement. J'avais une question pour revenir vraiment sur la France, sur les effets de la Charte de l'environnement. On n'en parle pas forcément beaucoup et ça m'intéresserait d'avoir votre regard. Ça a bouleversé le droit de l'environnement. La Charte de l'environnement a bouleversé le droit de l'environnement. Moi, j'étais assez dubitative quand le président Chirac a voulu faire ce texte en disant une charte adossée à la Constitution. Très mieux que ce soit un texte dans la Constitution. Puis finalement, le Conseil constitutionnel considérait que c'était la même chose. Et donc, il a appliqué de manière assez large les 9 articles de la Charte de l'environnement. Et on a passé maintenant un degré supplémentaire dans la mesure où le Conseil constitutionnel, en liant les considérants et les articles, va beaucoup plus loin. Par exemple, sur la question du droit des générations futures et de l'irréversibilité. Il va beaucoup plus loin que les articles eux-mêmes, parce que les considérants sont intégrés, en quelque sorte, aux articles. Et puis, dans la mesure où maintenant on considère que les principes de la charte font partie des droits et libertés fondamentales, ça veut dire que vous pouvez faire des référés libertés sur la base de la charte de l'environnement. Et le référé liberté, c'est quand même très intéressant parce que ça peut bloquer en 48 heures une décision.
Et c'est très novateur. Je vais vous donner un exemple. En 1988-9, par là, j'avais eu l'affaire du pont de l'île de Ré. Alors, les jeunes ne savent évidemment pas de quoi il s'agit. Les moins jeunes, peut-être, ont un vague souvenir. À l'époque, l'île de Ré était une île, comme son nom l'indique. Et donc, il y a eu un pont. Et à l'île de Ré, il y avait les pontistes et les antipontistes. Les antipontistes, ils ne voulaient pas de pont parce qu'ils ont dit on va être envahis en permanence. Il y avait un bac pour aller à l'île de Ré. Et donc, j'ai défendu les antipontistes. Et nous avons gagné. C'est-à-dire que j'ai fait annuler la déclaration d'utilité publique. Sauf que l'État s'en foutait éperdument et Bouygues tout autant. Et donc, ils ont continué à construire le pont. Et un des requérants avait un nom assez célèbre puisqu'il s'appelait le commandant Cousteau. Et le commandant Cousteau, qui manquait pas d'humour, avait convoqué la presse, qui était assez facile pour lui, au pont de l'Alma, ou à côté du pont de l'Alma. Il avait pris 3 parpaings et il avait commencé à mettre ses parpaings avec du ciment. Mais commandant, vous faites quoi? Ben, vous voyez bien, je construis un pont. Comment vous construisez un pont? Mais il faut une autorisation pour construire. Pas du tout. En France, on construit les ponts sans autorisation. Voilà, donc il avait fait ça. Et moi, j'avais saisi le juge judiciaire d'une voie de fait, considérant que c'était une atteinte à une liberté fondamentale, que les gens avaient le droit d'avoir une décision de jurisprudence exécutée. Et le tribunal de... Alors, à l'époque, ce n'était pas le tribunal judiciaire, ça s'appelait le tribunal de grande instance de Poitiers, je crois, m'avait donné raison. Tribunal des conflits. C'est-à-dire que le préfet avait déféré au tribunal des conflits. C'est 88. Et le tribunal des conflits a rendu une très jolie décision disant que l'exécution de la chose jugée n'était pas une liberté fondamentale ni un droit. Eh oui, il fallait le juger, mais ils l'ont fait. Donc, ben, il a fallu attendre la charte de l'environnement pour qu'on arrive à autre chose. Donc, vous voyez. Donc, ça a été très important. Bonjour et merci beaucoup pour cette conférence. Je me permettais de vous poser 2 petites questions. La première, c'est en ce qui concerne tout ce parcours en droit de l'environnement, est-ce que ça vous a apporté du côté politique une certaine légitimité au regard de vos collègues ou généralement des mesures que vous avez pu prendre? Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à d'autres ministres de l'environnement? Et également au regard, on en a cité en introduction, mais des récentes dépourvues à l'Assemblée nationale sur tout ce qu'on peut avoir de recul sur le droit de l'environnement et qui va peut-être se traduire au niveau de la loi. Euh, Quelles sont vos impressions là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est transitoire ou c'est amené à durer? Merci beaucoup. Alors, moi, je suis arrivée au gouvernement en 1995. Vous pourrez voir le décret de nomination. En face de mon nom, il y a Société civile. J'appartenais à aucun parti politique. J'avais été choisie parce que, d'abord, Jacques Chirac et Alain Juppé voulaient des femmes. Donc déjà, il fallait les chercher. Et Deuxio, il voulait, au ministère de l'Environnement, quelqu'un qui était plutôt du sérail environnement. Parce que derrière, il y avait la reprise des essais nucléaires et qu'il fallait faire passer la pilule. Hein. Je suis pas, c'est pas parce que j'étais géniale, hein, c'est parce que je servais à ça. Bon. Donc, je suis arrivée au gouvernement, je n'avais aucun poids politique. Je n'avais que le poids du droit. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça peut être très utile. Parce que ça me permettait de jouer 2 ou 3 coups à l'avance, en sachant qu'à un moment donné du temps, il faudrait quelque chose qui s'appelait ma signature. Et donc, j'attendais patiemment qu'on en arrive là. Et là, on commençait à discuter sérieusement. Ça m'a beaucoup aidé. Mais bon, par ailleurs, j'étais extrêmement faible sur le plan politique. Ça, c'est pas une force, hein, évidemment. Donc, par rapport à d'autres ministres de l'Environnement, je pense que j'ai fait convenablement mon travail de ministre de l'Environnement. J'ai tenu 2 ans, je suis la seule femme à être restée ministre, ce qui était déjà pas mal. Euh, c'est la force et la faiblesse, quoi. Euh, voilà. Parce que, par exemple, quelqu'un comme Dominique Voynet,
était politique, avait une force politique, on n'avait pas les connaissances juridiques qui étaient les miennes. Donc, autrement, il y a des profils extrêmement divers de ministres de l'Environnement. Vous avez des ministres techniques, vous avez des ministres politiques, vous avez toutes sortes de ministres. Alors ensuite, sur ce qui se passe actuellement, c'est extrêmement désagréable, mais je suis absolument convaincue que ça ne durera pas. Alors quand je dis ça ne durera pas, je ne parle pas forcément en jours ou en mois, plutôt en années. Pourquoi est-ce que ça ne durera pas? Parce que les faits sont têtus et que la réalité de la situation environnementale, elle ne va pas changer, au contraire, elle va se dégrader, parce que moins on en fera et plus ça va se dégrader. Et à un moment donné du temps, ça va devenir tellement insupportable, pour les mêmes raisons que la Chine dont on parlait il y a un instant, qu'il va bien falloir revenir à des considérations un peu plus intelligentes. Par ailleurs, derrière ce qu'on voit, il y a ce qu'on voit moins. Ce matin, le gouverneur de Californie, le vice-gouverneur de Californie disait qu'aux États-Unis, il y avait 49 États sur 52 qui avaient voté en faveur du maintien des accords de Paris et qui les exécuteraient. C'est quand même très intéressant. Et plus de 500 grandes villes qui avaient constitué une alliance pour ça. Donc les États-Unis vont peut-être sortir des accords de Paris et ils vont arrêter de payer au niveau fédéral, mais au niveau des États, les politiques, elles vont se poursuivre. Voilà. Donc, c'est un exemple. Moi, je suis, d'une certaine manière, assez inquiète de l'évolution européenne, mais qui est liée à une évolution politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si la coalition qui supporte Mme von der Leyen est une coalition PPE, Renew, SED, il y a une majorité PPE, 3 partis d'extrême droite. Elle existe. Et donc, c'est le PPE qui fait la bascule. Et comme l'extrême droite est quand même excessivement puissante, voilà. Et en France, c'est la même chose. Sauf qu'en France, il y a quand même quelque chose qui est scandaleux, c'est que les députés ne sont pas là pour voter. Et les fameux amendements qui ont été votés vendredi, il y avait 20% des députés en séance. Attendez. Et j'ai posé cette question à qui j'ai dit ça. Ah ben si, je sais qui j'ai dit ça, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Mais c'est un ministre du gouvernement. Je lui ai dit, c'est quand même un scandale. Et on m'a répondu, je dirais pas c'est un monsieur ou une dame, on m'a répondu, ah ben oui, mais enfin, vous voyez bien qu'il faut que les députés prennent aussi en considération ce qui se passe dans leur circonscription. Autrement dit, ils vont aux toilettes au lieu d'aller voter et on vote absolument n'importe quoi. Non, mais je veux dire qu'il y a quand même un sens des responsabilités qui se perd là. Théoriquement, c'est 21h. Eh ben, on a encore 10 minutes. Deux questions. Donc, une dernière question pour vous, madame. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question sur la décision RWE Oui. Qui m'a beaucoup intéressé et interpellé, surtout sur la question de la recevabilité. Oui, je comprends. Parce que si j'ai bien compris du coup la portée, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui pourra invoquer un préjudice en raison du changement climatique pourra du coup invoquer la responsabilité de Total, de Shell en France. C'est ça que ça veut dire. Aux Pays-Bas. Alors, c'est la jurisprudence allemande et d'une cour d'appel. Oui. Il faudrait voir déjà si ça monte au niveau de la Cour fédérale. Et puis, deuxièmement, s'il y a d'autres décisions en Europe du même genre. Mais enfin, c'est un précédent qui est quand même très intéressant. Mais c'est une affaire qui dure depuis 2018. Hein. On a mis 6 ans pour arriver jusque-là. 7 ans. Et je voulais juste vous demander, du coup, de manière peut-être un petit peu triviale, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être un risque d'avoir un seuil de recevabilité aussi faible ou favorable pour le demandeur? Est-ce qu'il y a une forme de blocage des juridictions qui vont crouler sous les demandes? C'est une très bonne question. Et j'attire votre attention sur le fait que la Cour a dit, sur le principe, oui, et sur l'application, non. C'est-à-dire qu'il y a bien une évaluation de l'intérêt pour agir. Pour répondre à votre question, je me référerai
à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je pense que c'est là qu'on a la solution à la question très importante que vous posez. En fait, la question que vous posez, monsieur, c'est celle de l'action populaire. Changement climatique, ça nous impacte tous. Donc, globalement, on aurait tous intérêt pour agir. Ça, c'est pas possible. Ça fait sauter le système. D'où la jurisprudence, à mon avis, très raisonnable de la CEDH, qui dit l'action individuelle n'est pas recevable, sauf si vous avez un préjudice très spécifique. Donc, vous êtes une grand-mère, c'est possible, mais ça ne suffit pas. Vous êtes un jeune Portugais, ça ne suffit pas. Vous êtes un asthmatique, ça ne suffit pas, même s'il y a un lien entre l'asthme et le changement climatique. Et donc, ce qu'a dit la Cour, c'est que dans ce cas très particulier, n'est admissible que l'action d'une association qui va présenter des intérêts collectifs de personnes lésées, présentes ou à venir. Et là, vous sortez de l'action populaire. Ce qu'on appelle l'action, c'est pas moi, hein, l'action populaire, c'est un terme juridique qui signifie que tout un chacun, l'action populaire, c'est le fait que tout un chacun puisse attaquer n'importe quoi. C'est-à-dire une interprétation de l'intérêt pour agir quasiment réduite à zéro. C'est ça. Donc, effectivement, en matière climatique, le risque est très grand, dans la mesure où nous sommes tous lésés. Donc, il faut vraiment, pour pouvoir agir à titre individuel, un cas très particulier. Alors, je me suis posé la question, est-ce que théoriquement, ça peut exister? Et donc, j'ai repris les critères de la Cour européenne et j'ai trouvé un cas, à mon avis, qui pourrait marcher. Nos concitoyens du nord de la France se sont payés en 5 ans 62 inondations. 62 inondations. Je pense que c'est très particulier. Il n'y a pas beaucoup de gens, je veux dire heureusement, qui se payent 62 inondations en l'espace de 5 ans. Dès lors qu'il prouverait que c'est bien lié au dérèglement climatique, à mon avis, il pourrait agir. Oui? Pour revenir, du coup, ça veut dire qu'il ne pourrait pas y avoir de réparation des préjudices individuels? Non. Ça n'existerait pas. Non, il faudrait vraiment un préjudice très particulier, parce que sinon on est tous lésés. Vous êtes jeune, je suis vieux, j'ai telle maladie, vous en avez une autre, on n'en sort pas. C'est pas possible. Les jeunes sont lésés parce qu'effectivement, on empiète sur leur vie à venir. Les vieux sont lésés parce qu'ils sont plus malades, etc. Tout le monde est lésé. Donc, c'est pas possible d'admettre l'action de tout le monde. Du coup, cette réparation, elle est réactive. La réparation, elle irait à celui qui a intérêt pour agir. Dans mon exemple d'inondé, c'est la réparation de l'inondation. Là, les grand-mères suisses, elles n'ont eu aucune réparation, mais elles ne leur demandaient pas d'ailleurs. Elles demandaient que ce soit que la faute de la Suisse soit reconnue. C'est tout. Alors, dernière question. On a toujours le temps? D'accord. Bon, merci beaucoup pour cette intervention. Elle était très intéressante. Moi, j'aurais une question à poser dans le contexte de la politique de la ville, qui revient en premier plan ces dernières semaines. Et on constate une évolution frappante des enjeux de la politique de la ville. Hier, il s'agissait de mieux vivre dans un cadre agréable, avoir du lien social. Et puis aujourd'hui, dans les nombreux quartiers prioritaires de la ville, il est simplement question de pouvoir continuer à vivre tout court, avec les îlots de chaleur, avec les passoires thermiques et encore plus l'exposition aux pollutions. Et donc, en fait, ça renforce les inégalités. On parle de transition juste souvent parfois dans les textes, mais enfin, je ne sais pas comment ça pourrait vraiment s'expliquer. La question que j'aimerais à vous poser, c'est quel levier juridique ou institutionnel ou citoyen, enfin il y a déjà des mouvements citoyens, selon vous, qui pourraient permettre de faire exprimer cette justice environnementale. On a toujours parlé plutôt de justice de transition juste, mais à vous entendre, ce serait plutôt une justice environnementale, plutôt le terme.
Donc, voilà. Vous savez, si j'avais la solution, il y en a d'autres qui l'auraient. Ce dont je suis sûre, et j'étais vraiment renforcée en entendant les maires raconter ce matin les uns et les autres ce qu'ils faisaient chez eux, y compris les maires africains. Vous voyez, entendre le maire de Douala ou le maire de Nairobi, c'est pas la même chose qu'Athènes et c'est pas la même chose qu'Utrecht. Et ça n'a rien à voir, en fait. Et donc, il y a des politiques qui sont adaptées, en fait, aux populations qui vivent. Je pense que, de toute façon, on n'en sortira pas si on n'est pas dans un système équitable. C'est impossible. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Donc, il faut qu'on repense complètement nos systèmes avec la question de l'équité. Et le maire c'est Nairobi, je crois, ce matin, racontait que, à propos de justice, démocratie, que quand il avait pris ses fonctions, il y a un quart des gosses qui n'allaient pas à l'école. Pourquoi un quart des gosses n'allaient pas à l'école? Parce qu'ils avaient pas à manger. Ils avaient faim. Donc, ils étaient incapables d'aller à l'école. Et donc, la première chose qu'il a faite, c'est de créer des grandes cuisines scolaires, donnant un repas complet tous les jours à chaque enfant. Et qu'au bout de 5 ans ou 6 ans qu'il est là, tous les enfants sont scolarisés. Il a augmenté les droits de scolarité, payés par ceux qui peuvent, et tous les enfants sont scolarisés, et tous ceux qui ne peuvent pas ont au moins un repas complet tous les jours. C'est une manière de répondre au sujet de l'équité. Ça concerne l'alimentation, mais c'est déclinable à toutes sortes de domaines. Il faut prendre les sujets de manière extrêmement concrète et puis de voir comment on peut y répondre. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Mais je n'ai pas la solution, ma pauvre. Voilà, bah écoutez, merci.